Il va falloir faire beaucoup de pédagogie, hein, notamment en termes de sécurité. Mais je voulais vous demander aussi, est-ce que vous voyez sur Bitcoin, Rémi Daliz, vous qui vous occupez de la sécurité des gens qui ont des portefeuilles, qui ont du Bitcoin, vous voyez l'année 2026 comment, l'évolution comment? Alors, indépendamment de la sécurité, Ouais. encore une fois, si j'avais une boule de cristal, mais je partage l'avis en fait de la consolidation. Moi, je suis dans l'écosystème depuis 2017, donc la volatilité, elle a toujours existé sur Bitcoin. Et les pics et les différences entre les pics ont toujours été assez grandes. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette volatilité, même si elle existe, a plutôt vocation à se tasser Bien sûr. à mesure que les cycles passent. Donc, ça traduit, selon moi, un niveau de maturité dans l'adoption et dans la confiance, en fait, de cette actif numérique comme un actif qui est là pour exister en fait dans le temps et au-delà de 2026. Un actif dans lequel on a confiance. Maintenant, ce dans quoi on a moins confiance, c'est la façon de garder ses cryptos. Et on Complètement. va parler de ça parce que c'est vraiment un enjeu absolument incroyable, même dans l'adoption, même dans la confiance du système, dans le système crypto, hein, Rémi. On va commencer déjà par ce qu'on va être obligé de faire dans les mois qui viennent. Cette déclaration obligatoire qui a fait hurler le monde de la crypto, des wallets de plus de 5000 euros, c'est Oui. passé en décembre Tout à fait. et ça va s'appliquer là maintenant? Alors, c'est un amendement qui a été adopté par le Sénat courant décembre. Maintenant, il faut que ce soit transposé en loi. C'est la prochaine étape. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation que ce sera fait, mais l'inquiétude pèse quand même. Concrètement, on a plus de 5000 euros sur son wallet, sur Oui. sa ledger par exemple. Oui. On va être obligé de le déclarer aux autorités fiscales si ça passe. Exactement. Alors, le mouvement de fond, hein, c'est la Cour des comptes qui rappelle que technologiquement et à juste titre, dès qu'on possède en fait de la crypto-monnaie de façon souveraine, personnelle, pour faire une analogie, hein, c'est comme avoir de l'argent liquide à la maison ou dans un coffre bancaire. Eh bien, ça échappe à une certaine visibilité et donc à une certaine surveillance fiscale. Et on soupçonne en fait ce moyen de conservation d'être un instrument privilégié de fraude fiscale. Ce qui est paradoxal en fait avec comment fonctionne aujourd'hui le prélèvement en fait de la fiscalité. Aujourd'hui, on le fait sur la plus-value. Or, pour sortir d'un portefeuille auto-hébergé, c'est-à-dire convertir du Bitcoin ou un autre cryptoactif vers de l'euro, on passe par des organismes qui, eux, sont régulés en France et dans le monde entier. On parlait de DAC8 la dernière fois sur le plateau. Donc tous les instruments, je dirais, de contrôle sont déjà en place et la cryptoactif est aujourd'hui, les cryptoactifs sont l'actif le plus traçable, même au-delà du cash et du fiat qui existe. Donc c'est aller encore un peu plus loin dans, je dirais, le patrimoine des Français, puisque c'est une mesure spécifiquement française, mais sans impact fiscal immédiat, je dirais. Donc certains s'inquiètent de cette surveillance. Oui, la DAN a alerté en disant que c'était quand même assez bizarre et qu'il n'y aurait même pas en plus la possibilité de contrôler. Par exemple, Ledger, est-ce qu'il a l'obligation de déclarer le nom de ses clients, c'est-à-dire du nombre de qui a une Ledger, par exemple? Non. Donc c'est ça, ça veut dire que d'un côté, les gens seront dans le déclaratif, ils seront obligés de dire qu'ils ont plus de 5000 euros sur leur Ledger, mais de l'autre côté, il n'y aura pas de vérification possible. Non, il n'y a aucune vérification possible dans les faits. Et comment vous voulez vérifier qu'un épargnant français a 5 000 ou 10 000 euros en liquide à la maison ou dans le coffre en banque? Ce qu'il a le droit de faire. Ensuite, on peut avoir des suspicions, on peut vouloir aller, mais de le faire comme ça de façon préventive inquiète certains investisseurs, parce que c'est vécu comme une violation ou une intrusion dans la vie privée, parce qu'on parle de propriété privée, de possession privée. On a encore le droit d'avoir des actifs à la maison, on a des montres de valeur, on a des objets de valeur, on a des sacs de luxe, on a des tableaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de, sauf à ce que l'ISF revienne et pour un certain montant de patrimoine, d'obligation de déclarer ces actifs. Donc c'est assez intrusif et assez mal perçu par une partie des investisseurs. Extrêmement intrusif. On verra si ça se transforme effectivement en quelque chose de concret. Vous vouliez revenir aussi sur le hack du wallet officiel de Binance Trust Wallet. Ça s'est passé le 24 décembre. Alors, si vous le permettez, oui. On parlait de cette violation en fait peut-être perçue de la vie privée. J'aimerais juste rajouter que
La vraie inquiétude, sans rentrer dans le débat est-ce qu'il y a de la surveillance patrimoniale ou pas, c'est le risque physique que ça suppose. Puisque aujourd'hui, on entend l'actualité. On a d'un côté une explosion de la fuite de données de différents acteurs privés, mais aussi institutionnels. Donc on sait qui vous êtes, quelle est votre adresse email, où vous habitez. Et le fait d'avoir un fichier qui, en gros, recense à la fois votre patrimoine crypto dès lors qu'il dépasse 5 000 €, sachant qu'il y a des patrimoines crypto, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros détenus de cette façon également. Avec votre adresse physique, la moindre attaque, donc la moindre fuite de données interne ou technique, expose les adresses physiques de personnes et leur patrimoine crypto. L'actualité a montré récemment qu'avec les kidnappings d'un côté, avec les séquestrations de l'autre, en fait, ce risque physique n'est plus une hypothèse. Les faits aujourd'hui, en fait, le montrent. Et donc ça fait grandir une inquiétude beaucoup plus importante que ce sujet de est-ce qu'il y a une entrave de la liberté de posséder, etc. C'est est-ce qu'en gros, un jour, on ne va pas avoir un annuaire disponible pour des hackers qui va lister qui a de la crypto et où est-ce qu'il habite. Et c'est ça, en fait, qui a fait bondir encore plus une partie de la communauté crypto et puis des investisseurs face à ce sujet, en gros, d'agression physique qui est plus que plausible. Oui, tout à fait. Malheureusement. Le hack du wallet de Binance, il va falloir aller vite. Il reste 3 minutes, Rémi. Il reste 3 minutes. Oui, il reste 3 minutes. C'est pour ça que je vous lance sur ce Trust sujet. Wallet, le software wallet de Binance, a été hacké le 24 décembre. Ouais. Trust Wallet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme MetaMask. C'est aussi de la self-custody, mais c'est une application logicielle. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui ? C'est que finalement, il y a 2 méthodes de conservation qu'on devrait privilégier en fonction de ses choix. C'est soit de la conservation en custody, c'est-à-dire chez un acteur réglementé, une plateforme, que ce soit une plateforme d'échange, CoinHouse en France, Binance, Coinbase, sans vouloir faire de la pub, ou dans un établissement régulé, que ce soit Regular, ou demain une banque. Et derrière, pour tout ce qui est self-custody, c'est cold storage. Il faudrait arrêter d'utiliser ce qu'on appelle des hot wallets, donc des softwares, des portefeuilles logiciels, parce que dès qu'un environnement est connecté, on peut le compromettre, il y a un risque de hack. J'aime bien cette analogie où, imaginons qu'on rapporte ça à de l'argent, soit vous les avez dans un coffre à la maison, soit vous les avez dans un compte en banque, mais vous vous baladez pas avec 10, 15, 20, 30, 40 000 euros dans votre poche pour aller faire. Et donc le hot wallet, aujourd'hui, le trust wallet, ça ne devrait être utilisé que pour un peu d'argent et pas l'essentiel en fait de ces fonds. Il faut arrêter en fait d'utiliser des software wallets logiciels, selon moi, dès qu'on est en self-custody. Tout le monde dit qu'il faut une clé, qu'il faut quelque chose de physique. Néanmoins, c'est pas forcément simple d'avoir la responsabilité vraiment personnelle de détenir justement plusieurs milliers d'euros en crypto. Il faut pouvoir aussi avoir le lieu, avoir la certitude que la phrase ne se perd pas. Enfin, c'est une responsabilité en soi. C'est une responsabilité à mesure que les enjeux financiers en fait évoluent. Être son propre banquier, puisque c'est de ça qu'il choisit, amène une grande part de responsabilité et aussi une part d'inquiétude, puisque tout dépend de nous-mêmes. Benoît l'évoquait, il y a du risque d'erreur. On peut faire une erreur en faisant une transaction, on peut faire une erreur en étant piégé par une campagne de phishing bien ciblée. Puis aussi, on se retrouve avec un casse-tête, c'est que ce portefeuille-là, personne ne doit pouvoir y avoir accès. Et quand on se retrouve avec des valeurs très importantes, une partie significative de son patrimoine, ça peut devenir pas un cauchemar, mais une inquiétude. Ok, mais c'est trop d'argent à gérer tout seul. Qu'est-ce que je fais ? Et pour ça, une certaine partie des clients vont diversifier leurs solutions de stockage et revenir vers des solutions centralisées. Et une autre vont vraiment monter en compétence en termes de formation et d'accompagnement parmi mes clients, par exemple, pour mieux gérer cette responsabilité dès lors qu'on a un portefeuille en self-custody. Renseignez-vous, formez-vous, posez des questions aux professionnels. C'est absolument essentiel quand on est dans la crypto, quand on s'y met, quand on veut s'y mettre et s'intéresser au sujet. Merci, messieurs. Je vous l'avais dit que ça passerait trop vite, Benoît. Merci, Sandra. Eh oui. Merci d'être venu dans Sandra. cette émission. Rémi Dalis, fondateur de Protégez vos cryptos. Benoît Jozan, directeur du développement de Regular. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. À demain et très bonne journée sur BFM Business.